Bienvenue à toutes et à tous. Alors, je me suis permise de commencer un petit peu en retard parce on a beaucoup d'inscrits. Et puis, histoire de laisser un petit peu les personnes arriver. On va commencer, ça va faire venir les participants qui ne sont pas encore connectés. Donc, vous êtes inscrits, vous assistez à un webinaire qui fait partie d'un cycle de webinaires initié par l'AFSA, l'Association française du syndrome d'Angelman. Devant nous, nous avons 1 heure et demie pour échanger sur la question de la fratrie des personnes en situation de handicap et plus particulièrement sur la fratrie des personnes porteuses du syndrome d'Angelman. Je vais vous présenter nos 2 intervenants. J'en profite déjà pour les remercier de leur présence. Clémence Dallian, qui a allumé sa caméra. Vous êtes psychologue clinicienne en CAMS, enseignante-chercheuse à l'Université Paris-Nanterre. Votre parcours professionnel vous a conduit à rencontrer et à accompagner de nombreux frères et sœurs d'enfants en situation de handicap et de ce fait à explorer les enjeux de leur expérience fraternelle au cours de plusieurs travaux de recherche. Vous nous présenterez ça de façon plus approfondie et complète dans quelques minutes. Pierre Martineau, qui interviendra après Clémence, vous avez 24 ans. Vous êtes l'aîné d'une fratrie de 3 enfants, François qui a 22 ans et Jeanne qui a 19 ans, qui est votre sœur porteuse du syndrome d'Angelman. Et vous êtes là pour nous partager votre vécu et votre ressenti. Bien sûr, on verra que cette parole ne peut pas être universelle, mais ça nous offre l'opportunité d'entendre quelque chose d'unique. D'un point de vue pratique au niveau de l'organisation, chacun de nos intervenants, donc Clémence et Pierre, interviendront pendant 20 minutes chacun. Ensuite, on se laissera du coup un temps d'échange. Si vous avez des questions qui vous viennent pendant leur intervention, n'hésitez pas à les poser en amont via le chat de Zoom. Ça permet de ne pas les oublier, puis moi, ça me permettra de les poser aussi après si besoin. Et pendant les interventions, merci de bien penser à couper vos micros pour que tout le monde puisse profiter des interventions de Clémence et de Pierre. Et bien, c'est à moi de couper mon micro et je vais laisser la parole à Clémence Dallian. Bonsoir à tous, merci beaucoup Élodie Pillot. Donc je vais peut-être déjà essayer de partager mon écran si j'y arrive, puisque j'ai préparé un petit PowerPoint voilà, pour que ce soit plus simple à suivre. Voilà, donc je ne sais pas si vous le voyez. Ok, super. Merci. Voilà, donc moi je vais, en tant que psychologue et puis que chercheur, chercheuse, je vais vous présenter un petit peu en fait ce que les cliniciens et les chercheurs ont pu observer, comprendre du vécu des frères et sœurs quand l'un des enfants de la fratrie est en situation de handicap, à la fois dans l'enfance mais aussi dans l'adolescence et à l'âge adulte. Ce qui est sûr, c'est que jusqu'à ces 40 dernières années, les frères et sœurs, c'est un peu les grands oubliés des études, en tout cas des travaux, puis des observations cliniques. On commence à s'y intéresser aux frères et sœurs depuis à peu près une trentaine, quarantaine d'années dans les travaux scientifiques. C'est-à-dire qu'on commence après avoir vraiment s'être centré vraiment sur le vécu des parents, on commence à réfléchir un petit peu, enfin en tout cas depuis quand même une trentaine d'années, maintenant le verbe commencer n'est plus tellement approprié, mais en tout cas on s'intéresse à la fratrie, c'est relativement récent en tout cas comme champ de recherche. Et donc on essaye de comprendre. Alors, au départ, les chercheurs et les cliniciens ont essayé de comprendre comment finalement l'enfant pouvait éventuellement, ou les frères et sœurs pouvaient éventuellement être impactés par la souffrance de leurs parents. Et en fait aujourd'hui, vraiment les études sur les frères et sœurs, elles se centrent de manière plus indépendante sur leur vécu à eux, c'est-à-dire en quoi finalement la pathologie d'un frère ou d'une sœur, ou le handicap d'un frère ou d'une sœur peut finalement affecter la construction du lien fraternel et puis l'évolution, la construction des frères et sœurs eux-mêmes. Alors, moi, je vais essayer de centrer un petit peu cette intervention sur les difficultés des fratries qu'on a pu identifier, mais aussi sur les ressources que les enfants peuvent représenter les uns pour les autres, dans un sens comme dans un autre.
Donc ça, c'est vrai que c'est aussi quelque chose, un peu un travers des psychologues. Et puis je pense qu'il y a, voilà, au début, on constatait surtout beaucoup de souffrance chez les frères et sœurs. C'est un peu moins le cas maintenant, on va en reparler. En tout cas, les frères et sœurs ont plus de place aujourd'hui, à la fois pour les parents, mais aussi pour les professionnels. Et sans doute que ça fait avancer un peu les choses et ça allège un petit peu leur vécu. Voilà, donc alors on va commencer par le moment de la découverte du handicap, qui est quand même un moment évidemment très important dans la famille, qui bouleverse évidemment l'équilibre familial. Alors là, du coup, on va parler surtout des aînés qui vont vivre ce bouleversement. C'est moins le cas des cadets, le vécu n'est pas tout à fait le même. Dans le cas des aînés, c'est vrai que ce que vont percevoir les frères et sœurs de leur âge souvent assez jeune, c'est surtout le bouleversement familial du côté parental. C'est surtout la transformation des parents. C'est-à-dire qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui se passe, que tout d'un coup, les parents sont revenus de l'hôpital, de la consultation chez le médecin complètement sans dessus-dessous, ou alors que on ramène le bébé de la maternité, que c'est censé être un moment particulièrement joyeux, et puis qu'en fait, tout le monde est triste, tout le monde est angoissé. Donc ça, c'est des choses qui sont en effet perçues très bien par les frères et sœurs qui sont, comme tous les enfants, qui vont sentir évidemment beaucoup les émotions, qui sont très connectées aux émotions parentales, et qui donc vont percevoir surtout ce changement-là. C'est-à-dire que le handicap, au départ, c'est une notion assez abstraite. C'est-à-dire que même, alors c'est très important d'en parler rapidement aux enfants et aux frères et sœurs, mais en fait, au départ, ce dont ils vont avoir surtout besoin, c'est qu'on leur explique pourquoi les adultes changent, pourquoi l'atmosphère familiale change. C'est ça qui est très important pour eux, parce que les enfants, ils vont très vite s'imaginer plein de choses quand ils vont voir comme ça leur figure parentale, voilà, qui sont censées être sécurisantes, protectrices. Voilà, quand ils vont voir un peu le bouleversement chez les parents, c'est extrêmement inquiétant pour eux. Et ils vont s'imaginer en général tout un tas de choses. Et donc, ça peut les rassurer simplement de mettre des mots sur, en effet, ce bouleversement émotionnel qui va changer plein de choses dans la famille et qui va changer les parents pour un temps donné. Et puis, en effet, le fait de dire qu'en effet, c'est lié au fait qu'on a découvert un handicap chez leur petit frère ou leur petite sœur. Mais vous voyez, voilà, c'est plus que l'explication détaillée du handicap et de ce que c'est et des schémas sur la génétique. Ce dont ils ont besoin, c'est vraiment de partager les émotions qui circulent, vraiment. Pourquoi ? Parce que ça va leur permettre de prendre une part active à la situation, de ne pas être laissés de côté. On va le voir, c'est vrai que souvent, les parents, les professionnels, pendant longtemps, en tout cas, on a pensé qu'il fallait protéger les frères et sœurs et donc pas trop leur parler du handicap, etc., qu'ils étaient trop petits pour comprendre, etc. Bon, ce qui est tout à fait, au départ, était une tout à fait bonne intention. Simplement, on s'aperçoit qu'en fait, c'est bien plus douloureux d'être laissé de côté que finalement d'être inclus et d'être dans ce qui est vécu de toute façon par la famille. C'est-à-dire que ce serait faire comme si l'enfant ne pouvait s'apercevoir de rien. Or, évidemment, il est tout à fait conscient qu'il y a quand même quelque chose d'important qui se passe. Donc, ça lui permet de penser un petit peu, lui, ce qui arrive et de pouvoir partager un peu avec sa famille et en tout cas de comprendre quelque chose à ce qui se passe dans sa famille. Donc, encore une fois, le fait que les enfants soient cadets ou aînés, là, évidemment, change beaucoup de choses. Les frères et sœurs cadets ne vont pas du tout vivre les choses de la même façon. En tout cas, ne vont pas vivre cette bascule de la découverte du handicap. Ils vont naître quand le handicap est déjà connu et déjà dans la famille. Et voilà, où les adultes, a priori, auront déjà fait un certain chemin. Donc, c'est vrai que ce côté un peu bascule et surtout impacte surtout les aînés. Alors, deux sentiments sont souvent très présents chez les frères et sœurs. Ça, c'est vraiment des choses que les cliniciens et les chercheurs ont pu repérer. Et moi-même, je l'ai vraiment repéré dans ma clinique de manière évidente. C'est la culpabilité et la honte. Alors,
elle n'est pas de la même façon pour tout le monde évidemment, elle ne se déploie pas de la même manière pour tous les frères et sœurs, mais c'est vraiment en tout cas deux sentiments qu'on le retrouve quand même très souvent dans le vécu de la fratrie. Alors la culpabilité, elle peut d'abord être liée à ce sentiment d'impuissance dont je parlais, c'est-à-dire que en voulant protéger les enfants, finalement, on les met à l'écart de ce qui est vécu par les parents et par la famille de manière générale. Et donc, ça peut générer un sentiment d'impuissance qui est extrêmement compliqué à gérer pour les enfants. C'est-à-dire ne rien pouvoir faire, c'est très difficile pour qui que ce soit d'ailleurs, mais notamment pour les enfants. Ils ont besoin de se sentir utiles dans ce qui arrive et de pouvoir éventuellement consoler leurs parents. Alors évidemment, ce n'est pas une position dans laquelle ils doivent s'installer à long terme, mais en tout cas, ça leur permet, si vous voulez, de prendre part à ce qui se passe. Donc voilà, cette culpabilité parfois de ne pas pouvoir consoler, soulager les parents, agir pour améliorer les choses si on les met trop de côté. Par ailleurs, certains enfants, et un certain nombre en fait, pour être honnête, dans la clinique me l'a montré aussi, pensent en tout cas assez vite pouvoir être à l'origine du handicap. Alors encore une fois, ce n'est pas le cas de tout le monde, et puis c'est des choses qu'on oublie parfois aussi quand on grandit. Mais c'est en tout cas une pensée finalement qui est étonnamment assez fréquente chez les enfants. C'est-à-dire que tous les enfants vont se construire des scénarios autour de leur naissance et puis de la naissance de leurs frères, de leurs frères et sœurs. Et en fait, souvent, les frères et sœurs d'enfants handicapés, en particulier, se rendent souvent responsables du handicap. Alors, pourquoi ? Parce que jusqu'à l'âge de 6 ans environ, donc c'est surtout évidemment le cas chez les petits, jusqu'à l'âge de 6 ans, l'enfant pense que, en fait, finalement, ce qui se passe autour de lui, il peut penser que c'est lié à ses paroles ou à ses pensées. C'est-à-dire que le simple fait, par exemple, d'être un aîné, de ne pas avoir particulièrement très envie qu'un petit frère ou une petite sœur prennent leur place, et ben peut-être juste cette pensée-là, ça peut les amener à se dire, ben mince, j'ai eu une mauvaise pensée, et paf, le handicap est arrivé. Donc, moi, j'ai vraiment croisé, alors encore une fois, pas chez tous les enfants, mais régulièrement, cette culpabilité-là de penser être à l'origine du handicap. Une autre source de culpabilité possible, c'est le fait d'être né sans handicap. C'est-à-dire pourquoi lui, pas moi? Qu'est-ce qui s'est passé pour ça? Qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour être épargné finalement? Et pourquoi mon frère ou ma sœur, lui, il a ce handicap? C'est un grand mystère pour les enfants. Certains frères et sœurs vont parfois se sentir un peu coupables finalement de ne pas avoir ce handicap. Et alors, il y a une grande question pour les frères et sœurs qui est importante. Alors, encore une fois, pas toute la vie, à certains moments un peu clés du développement et de la vie. C'est d'être compétent, c'est-à-dire de faire des choses, de savoir faire des choses que leurs frères ou leurs sœurs ne font pas et ne feront peut-être jamais. Ça peut être évidemment d'autant plus culpabilisant pour un cadet qui peut dépasser en compétence son aîné, quand c'est lui qui est atteint du handicap. Et ça, c'est très compliqué, c'est très conflictuel sur le plan psychique pour les frères et sœurs parce que c'est évidemment très culpabilisant. C'est-à-dire que ça vient en fait bousculer le jeu de la rivalité fraternelle. Et le fait que finalement, ils sont de fait plus compétents que leurs frères et leurs sœurs. Il y a une inégalité induite par le handicap et ça peut être très compliqué à gérer pour les frères et sœurs. Donc voilà, on a vraiment cette idée que les frères et sœurs vont être un peu tiraillés en fait par l'envie finalement d'être des bons enfants et puis l'envie de réparer aussi un petit peu ce qui peut se passer du côté des parents en montrant que ils ont fait oui, ils ont eu un enfant handicapé, mais ils ont aussi eu un enfant qui marche bien, qui se débrouille tout seul, qui évolue bien. Et en même temps, c'est compliqué parce que ça veut dire aussi, du coup, montrer ses capacités et donc dévaloriser de fait, ou en tout cas dépasser les compétences de l'enfant en situation de handicap.
Voilà, donc je crois que en fait, cette culpabilité, elle est importante à avoir en tête parce que on peut comprendre comme ça certaines réactions des frères et sœurs, et puis surtout, on peut en prendre un petit peu soin. Alors, le sentiment de honte, ça peut être la honte du regard des autres, ouais, bien sûr, mais la honte aussi du handicap du frère et de ce que le handicap peut générer, hein, en termes de différence avec les autres. Alors, c'est un sentiment qui arrive rarement avant l'âge de l'école primaire, hein, donc 6-7 ans. Pourquoi? Parce qu'avant, les enfants n'ont pas tellement accès en fait, aux représentations collectives du handicap et n'ont pas tellement accès à l'idée que le handicap, ce serait un manque, ce serait une déficience. Ils peuvent évidemment très bien comprendre que leur frère ou leur sœur est plus fragile que les autres, qu'il se développe peut-être un peu plus lentement, qu'il n'est pas pareil que les autres, mais pour lui, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif, hein. Le négatif, les représentations du handicap comme quelque chose qui manque, qui est en moins chez l'autre, ça arrive plutôt autour de, en tout cas, les frères et sœurs y ont accès, les enfants y ont accès plutôt vers l'âge de 6-7 ans. Et c'est à ce moment-là, du coup, que la honte peut vraiment venir les titiller, hein, et puis les embêter beaucoup parce que, évidemment, la honte, elle est culpabilisante, hein. J'ai honte d'avoir honte de mon frère. Je me sens coupable d'avoir honte de mon frère parce que je devrais l'aimer, je devrais l'aider et je ne devrais pas en avoir honte. Donc ça, c'est difficile, hein. Je mets un tout petit peu de lumière, voilà. Voilà, donc c'est un sentiment qui est souvent vécu comme étant culpabilisant et qui pourtant est très souvent partagé, hein, par les frères et sœurs et qui montre en fait un grand soulagement quand ils se rendent compte qu'en effet, ils ne sont pas tout seuls à vivre avec cette honte. Alors, cette culpabilité, cette honte vont bouleverser les relations fraternelles, hein. En tout cas, elles vont avoir un impact sur la relation fraternelle, tout comme le handicap de manière générale, mais c'est notamment le fait qu'il y ait cette culpabilité qui va finalement rendre les mouvements de jalousie et de rivalité complexes, hein, quand l'un des enfants est en situation de handicap. Alors, pour ça, les paroles de Régine Sell, qui est une psychologue qui a énormément travaillé sur la question, sont importantes puisqu'elle dit « Un enfant ne peut reconnaître et exprimer sa jalousie fraternelle que s'il parvient à établir avec ses frères et sœurs des relations égalitaires et s'il estime que ses parents n'en souffriront pas trop. » Donc là, vous voyez bien dans une situation où les deux éléments de cette phrase sont compliqués par le handicap, hein. C'est-à-dire qu'à la fois, on ne joue pas sur le même tableau, puisque de toute façon, je suis plus compétent que toi qui as un handicap, donc on n'est pas sur des relations égales, hein, on n'a pas les mêmes compétences au départ. Et en plus, je vois bien que si j'agresse mon frère ou si je mets en valeur ces difficultés, ça va peiner mes parents, hein. Donc voilà, les frères et sœurs vont souvent étouffer en fait un peu ces mouvements de jalousie et de rivalité. Alors ils vont pouvoir dire leur jalousie vis-à-vis des parents, du manque de disponibilité des parents. Ça, c'est des choses qu'on entend beaucoup. Mais la dire directement à l'enfant et être jaloux de ce qu'il a, ben, c'est plus compliqué, hein, et ça va un peu entraver la construction des relations. Alors, du coup, l'expression, alors pour autant, hein, on sait que le rapport fraternel, il est fondé sur la rivalité, hein. C'est un rapport qui est de toute façon, alors beaucoup de complicité aussi, mais beaucoup sur la rivalité. C'est les deux, hein. Le rapport fraternel, il est fait de rivalité comme de complicité. Donc, comme la rivalité et l'agressivité ont du mal à pouvoir se dire, hein, et se mettre en mots, en comportement aussi, alors souvent, elle va être détournée, cette agressivité. Alors, soit elle va être déplacée sur un autre enfant, donc ça peut être un troisième dans la fratrie, ça peut être un enfant d'école, ça peut être, etc. Elle peut être retournée contre soi. Certains frères et sœurs vont trouver comme ça une façon d'attirer l'attention des parents sans agresser le frère ou la sœur, hein. Par exemple, moi j'ai connu pas mal d'enfants qui se mettaient en danger, par exemple, hein, qui régulièrement se cassaient un bras, se tordaient le poignet. Enfin, il y avait toujours un petit quelque chose qui faisait que les parents, du coup, s'occupaient de lui à ce moment-là.
Et puis, elle peut être transformée en son contraire, c'est-à-dire que là, on parle de parentalisation, c'est-à-dire que, ou parentification, c'est pareil, et ça désigne le fait que les frères et sœurs, parfois, adoptent un rôle parental d'éducateur vis-à-vis de leurs frères ou de leurs sœurs handicapés, ou de manière peut-être plus nuancée, vont essayer en fait de compenser le handicap du frère en étant des super enfants, des enfants hyper matures, hyper adaptés, responsables, dévoués, très autonomes. Ils se débrouillent tout seuls, ils poussent tout seuls. Alors, évidemment, il y a des bénéfices secondaires importants quand on va bien et quand on se débrouille comme ça un peu tout seul, c'est valorisant, valorisant pour les parents, valorisant pour soi. Mais les risques, c'est d'être un peu dans une position sacrificielle, c'est-à-dire que l'enfant, le risque pour ça, de ce positionnement-là, c'est en effet que l'enfant s'oublie un peu et oublie d'être un enfant, c'est-à-dire d'être dans une forme d'insouciance, d'être dans une forme de transgression, et ça fait partie de l'enfance, et ça fait partie du développement de tout enfant. Et donc, parfois, on peut avoir des après-coups avec à l'adolescence des frères et sœurs qui vont développer certains symptômes liés à cette parentalisation et au fait que cette agressivité et finalement toute leur insouciance d'enfant, ils n'ont pas pu l'avoir et donc ils ont une sorte de charge un peu lourde sur les épaules. J'accélère un peu, je vois l'heure passer. Alors, une autre question importante, c'est la question identitaire. Je vous en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure avec les questions que les enfants se posent sur leur naissance. Il y a un enjeu important dans la fratrie qui est toujours qui est transversal à toutes les fratries, c'est l'enjeu de l'identification. C'est-à-dire que d'un côté, on est différent de son frère et de sa sœur, et en même temps, on se ressemble beaucoup puisqu'on est né des mêmes parents. Donc, il y a un côté très semblable qui fait la spécificité du lien fraternel et du fait qu'on est frères et sœurs et pas juste copains. On a quelque chose de profondément commun qui nous lie et en même temps, on est différent puisqu'on a chacun notre personnalité, notre tempérament, etc. etc. Alors, là, le handicap va venir compliquer un petit peu ce jeu-là d'identification entre les frères et sœurs parce que là, toute la question des frères et des sœurs, ça va être de dire mais en quoi l'enfant handicapé est comme moi et en quoi il est différent. Et ça, c'est une question qui n'est pas si simple. Elle ne se pose pas tellement en ces termes-là dans une fratrie ordinaire, mais là, le handicap va vraiment venir poser ces deux questions-là aux enfants. En quoi je suis pareil, en quoi je suis différent de toi. Alors, pas mal d'enfants, en fait, vont parfois se demander, en tout cas, s'ils ne sont pas eux-mêmes un petit peu handicapés. C'est ce qu'on a appelé le fantasme de contagion. C'est-à-dire que comme on est issu des mêmes gènes, pourquoi est-ce que moi, je ne serais pas handicapée? Finalement, peut-être que j'ai un handicap, mais que ça ne se voit pas, par exemple. Ça, moi, je l'ai rencontré chez beaucoup de jeunes enfants. Et même des grands. Je vous donnerai juste l'exemple de David B. qui a écrit une bande dessinée, dont je parlerai peut-être en biblio, et dont le frère présente une grave épilepsie. Et en fait, il raconte comment, enfant puis adolescent, il a longtemps été persuadé d'avoir lui aussi des crises d'épilepsie, mais discrètes, qui ne se voyaient pas. Mais il était vraiment persuadé de partager le handicap avec son frère. À l'autre extrême, parfois, l'enfant handicapé apparaît comme étant si radicalement différent du frère et de la sœur que c'est très difficile pour eux de se sentir frère et sœur. Alors moi, j'ai vu ça surtout quand il y avait des enfants qui présentaient des troubles autistiques ou des troubles de la relation, où là, c'est parfois très compliqué pour les enfants de finalement se figurer leur frère comme étant leur frère. Ils le savent, évidemment, on leur a dit que c'était leur frère et ils en ont bien conscience, mais de se sentir frère, de sentir cette partie commune, ça peut être compliqué parce qu'on est tellement, il fonctionne tellement pas comme moi, je ne sais tellement pas ce qu'il y a dans sa tête, dans ses émotions, etc. Je le comprends tellement pas que je peux être en difficulté pour me sentir frère ou sœur de cet enfant-là.
Alors, un dernier mot sur l'adolescence, la vie adulte. Je passe un peu vite, on reviendra si vous avez des questions. Alors, l'adolescence, l'enjeu central, ça va être de construire sa propre vie en dehors de la famille, tout en conservant la sécurité et l'amour que la famille lui procure. C'est ce qu'on appelle en psycho le processus d'individuation. Alors, pour un adolescent qui a un frère ou une sœur handicapée, peut survenir un conflit de loyauté. C'est-à-dire, si je prends mon envol, si je fais ma vie en dehors de ma famille, est-ce que je n'abandonne pas un peu le navire? C'est vraiment la question des frères et sœurs adolescents et qui vont, comme ça, peut-être se sentir un peu coupables d'investir d'autres relations à l'extérieur de la famille, de sortir le soir alors que leur frère ou leur sœur reste à la maison avec les parents, n'a pas beaucoup d'amis, etc. Ça peut être très culpabilisant pour les adolescents. Alors, c'est évidemment très important d'en parler avec les ados, et que là, les parents, comme dans tout le reste, ont un rôle très important à jouer pour leur dire que, oui, bien sûr qu'ils ont le droit de construire leur vie en dehors de la famille et du problème du handicap, et qu'eux, ils sont là pour gérer ce problème-là, et que, voilà. Alors, dans la vie adulte, le handicap, on a pu repérer qu'il influençait 3 choix. C'est le choix professionnel, déjà. Beaucoup de frères et sœurs ont des professions de soins, en fait. C'est un constat. Alors, on n'a pas de statistiques, mais ce serait intéressant, je pense, un jour de pouvoir objectiver les choses. Mais c'est vrai qu'en tout cas, dans la clinique, c'est quelque chose qu'on retrouve de manière très, très fréquente. Un grand nombre de frères et sœurs choisissent des professions de soins pour plein de raisons. À la fois, ça peut être une façon de garder un pied dans cette problématique familiale. Ça peut être parce que, on vit quand même pas, on voit une expérience de vie qui est quand même drôlement particulière et qui du coup nous sensibilise aussi à la souffrance de l'autre, au fait que y a plein de gens dans la vie qui ont besoin d'aide et que c'est souvent des enfants, des adolescents qui vont se construire avec cette sensibilité-là. Ça peut être par identification aux professionnels qu'ils ont croisés dans leur enfance aussi. Enfin, voilà, il y a tout un tas de raisons qui font qu'on constate, qu'on fait ce constat. Le choix du conjoint va être important, notamment dans le cadre d'une maladie génétique. Comment va réagir mon conjoint? Est-ce que au-delà de la génétique, est-ce qu'il va accepter mon frère ou ma sœur? Ça, c'est quelque chose de très important. Est-ce qu'il va m'accompagner dans ma vie adulte auprès de mon frère ou de ma sœur? Quel choix il va pouvoir, quel soutien il va pouvoir m'apporter par rapport à ça? Quel sera son regard? Et puis, si en effet, il y a des risques génétiques qui sont liés au handicap, ça peut évidemment poser la question des enfants que l'on fera peut-être avec ce conjoint. Et puis évidemment, à l'âge adulte, viendra aussi la question de savoir comment se positionner vis-à-vis de mon frère ou de ma sœur en situation de handicap. C'est un lien qui évolue tout au long de la vie et où chaque frère et sœur va être interrogé, confronté à cette question de la distance plus ou moins importante qu'il voudra instaurer avec son frère ou sa sœur, et puis qu'est-ce que la personne handicapée, elle, va pouvoir en dire aussi de ça, et quels sont ses souhaits à elle. Donc tout ça va être évidemment des choses qui vont préoccuper pas mal les frères et sœurs, en tout cas les interroger, et ceux souvent très jeunes. J'y reviendrai peut-être. Voilà, dernière petite chose sur le fait que la fratrie peut aussi évidemment être une ressource pour l'enfant en situation de handicap comme pour les frères et sœurs. C'est-à-dire que, en fait, la fratrie va favoriser aussi le développement pour l'enfant en situation de handicap de compétences relationnelles avec les autres. C'est souvent des enfants qui ont des séances de rééducation, qui sont très en lien avec les adultes tout le temps, et les frères et sœurs vont pouvoir leur apporter d'autres modalités relationnelles que les adultes ne peuvent pas leur transmettre. Donc l'enfant peut s'appuyer vraiment sur ses frères et sœurs pour se vivre avant tout comme un enfant et pas forcément comme un handicapé, mais surtout comme un enfant qui a cette particularité du handicap.
Et puis, l'expérience singulière du lien fraternel pour les frères et sœurs, elle est souvent aussi mise en valeur comme étant une force, même si ça n'a pas toujours été simple, même s'il y a eu des moments difficiles dans la vie, même si voilà, il y a eu parfois, tous ces sentiments compliqués dont je viens de parler, bah, c'est quand même ça peut en tout cas devenir une sacrée force pour les frères et sœurs. Et souvent, les adultes parlent, et on verra ce qu'en dit Pierre, avec recul, finalement d'une forme d'expérience qui est aussi très constructive. Alors voilà, nous, l'idée, c'est qu'on essaye, je parle de nous professionnels, et puis évidemment en collaboration avec les parents. Je crois que tout l'objectif de notre travail, c'est justement de pouvoir prévenir les difficultés dont je vous ai parlé là, et puis soutenir évidemment le plus possible ces enfants, ces frères et sœurs, pour que justement ils en fassent une force et une expérience de vie constructive et non pas une expérience trop douloureuse. Donc évidemment, c'est parler du handicap, etc. Mais c'est aussi s'appuyer, alors il y a des livres, des ressources documentaires très importantes, et puis c'est repérer s'il y a besoin à un moment donné que l'enfant est en souffrance et donc qu'il aurait besoin à un moment donné d'un espace de parole, que ce soit un espace de parole individuel dans du soutien psychologique ou alors des groupes de parole. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus dans les institutions. J'en ai moi-même animé beaucoup et je trouve que ce sont des espaces qui sont extrêmement intéressants et riches pour les enfants. Voilà, je suis désolée, j'ai un tout petit peu dépassé mon temps. Je vais m'arrêter là et laisser la parole à Pierre. Merci de votre attention. Il n'y a pas de problème. Je prendrai, je pense, moins de temps. Alors, du coup, pour mettre un petit peu le tableau, donc déjà, merci beaucoup de m'avoir proposé d'intervenir dans ce webinaire. C'est vrai qu'en tant que frère ou sœur d'enfants en situation de handicap, on n'en rencontre pas tous les jours et donc on n'a pas forcément l'occasion d'en parler. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple à échanger avec les amis ni avec la famille. Même si normalement on est censé être proche de tout ce monde-là, ce n'est pas les choses les plus simples à dire. Donc voilà, j'espère que mon témoignage aidera ou pas à répondre à certaines questions. Mais comme ça a pu être dit, c'est mon témoignage et non pas la vérité. Donc, par où commencer? Parce que du coup, voilà, le travail de Clémence était très complet et très fourni. J'ai gardé de côté le PowerPoint. Ça va me permettre de me baser un petit peu sur ce qui a déjà été dit. Tac. Alors, donc moi, découverte du handicap. Donc j'avais 5 ans, très jeune. Pas forcément énormément de souvenirs, donc peut-être des choses qui ont été, comment on pourrait dire, qui ont été ancrées directement dès la connaissance du handicap, mais où il n'y a jamais vraiment eu de mots de mis dessus. C'est quelque chose avec lequel on a toujours vécu. On n'a pas forcément senti le changement, étant assez jeune. Voilà, c'est comme si ça avait toujours été là. Donc oui, moi je suis l'aîné de la fratrie, du coup un petit frère qui a 2 ans de moins et du coup Jeanne qui a 3 ans de moins, donc 5 ans de moins que moi. Donc pareil, le fait d'avoir peut-être 2 garçons, une fille, les liens fraternels, on va dire garçon-fille ou garçon-garçon, fille-fille, peut-être que ça fait aussi des relations différentes. Nous en tout cas, on va dire c'est un petit peu le cas, forcément. Voilà, au niveau de la découverte du handicap, moi, à mon niveau, ça fait déjà quelques années. Donc, je n'ai pas forcément trop de recul par rapport à ça. Je pense que des enfants voilà, entre 5 et 10 ans qui commencent à comprendre les choses, à les assimiler aussi avec les conversations régulières avec les parents, pourraient peut-être m'en parler mieux que moi. Voilà. Moi, je vais plus avoir l'expérience ado-adulte que l'expérience jeune enfant. Ensuite, du coup, Clémence exposait un petit peu le sentiment de culpabilité. Alors ça c'est quelque chose, en effet, que j'ai pu ressentir. Mon sentiment de culpabilité, je l'ai plus ressenti sur le fait de pourquoi moi, je serais
capable de le faire et pas elle, pourquoi moi j'aurais le droit de et pas elle, notamment de faire des sorties, d'avoir des amis. Ça, c'est quelque chose, voilà, pendant, on va dire, l'enfance et jusqu'à l'adolescence. C'est des choses régulièrement où je me sentais pas forcément légitime de le faire alors qu'elle n'avait pas le droit de le faire. Donc forcément, c'était le faire en fratrie ou ne pas le faire ou m'empêcher de le faire. Alors, c'est quelque chose de pas forcément intelligent, mais voilà. Le lien fraternel, vraiment, c'était, on a toujours été proches les uns des autres. Voilà. C'était pas forcément de me dire pourquoi elle est handicapée et pas moi. Qu'est-ce que j'ai pu faire pour que ça en arrive là. C'était vraiment pourquoi elle ne peut pas faire comme moi. Voilà, c'était vraiment ces questions-là qui étaient posées et qui, du coup, faisaient que je pouvais parfois m'empêcher de faire des choses. Mais voilà, avec le temps, les choses changent. Être compétent et dépasser les capacités du frère. Alors, non, c'est plutôt sur une autre diapo qu'on a parlé de ça. Alors, culpabilité, donc voilà un petit peu ça. Le sentiment de honte. Le sentiment de honte, il a été présent un petit peu. Alors, le sentiment de honte a plus été présent en public avec des personnes que je ne connaissais pas, typiquement faire les magasins, les crises, etc. Que le sentiment de honte n'était pas du tout présent quand on était en public, mais avec des gens qu'on connaissait. On est une famille où on a toujours tourné autour du foot. Donc, mon père, mon frère et moi. Et du coup, Jeanne, tout le monde la connaît. Tout le monde a appris à la connaître. Et du coup, c'est quelque chose qui, en grandissant, je pense, nous a aussi aidé à accepter le fait qu'il y ait une différence, mais que nous, on l'a plus facilement accepté du fait que notre entourage, même assez lointain, l'acceptait aussi. Et on va dire que Jeanne n'était plus une petite fille en situation de handicap, Jeanne était Jeanne. Point. Il y avait plus cette étiquette handicap. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a aidés. Et du coup, le sentiment de honte a été présent un petit peu, mais c'est quelque chose sur lequel on est vite passé. Peut-être parce qu'on est aussi un petit peu comme ça à se dire de toute façon, c'est comme ça et il faut faire avec. Et le fait qu'il n'y ait pas eu de moqueries, d'insultes, ce genre de choses où, voilà, en étant jeune adolescent, ça peut faire mal. Voilà, en pleine construction, ça peut faire très mal. C'est des choses qu'on n'a jamais vécues et qu'on a la chance de ne pas avoir vécues et qui ont fait que et notre relation entre nous et notre relation avec nos parents a pu aussi être différente. Parce qu'il n'y a pas eu forcément trop de questions, on va dire, sur réellement le handicap, sur les capacités. On a vite remarqué ce qu'elle pouvait faire, ce qu'elle ne pouvait pas faire. Et nos parents nous expliquaient sans qu'on ait forcément posé des questions. L'avantage, c'est que on va dire que, pour parler simplement, on est assez débrouillard, on a envie de faire, et donc on a toujours été là pour aider nos parents, mais pas dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'on n'était pas support de nos parents pour les aider, c'était plus nous qui avions envie pas d'être là pour eux, mais d'avoir simplement notre rôle de grand frère. C'est quelque chose qu'on a toujours voulu faire, de pas se dire Jeanne, c'est notre petite sœur handicapée, Jeanne, c'est notre petite sœur, point. Alors après, comment l'analyser, ça, c'est pas mon travail. Mais du coup, voilà, on a toujours vraiment une relation de frère-sœur. Alors, classique, même si ce mot est jamais vraiment adapté. Plutôt qu'une relation frère-sœur, on va dire frère sain et sœur en situation de handicap. C'est quelque chose que nous, frères, on a souhaité qu'il n'existe pas et qui a été plus compliqué, on va dire, à comprendre par les parents. Donc, on va dire que ce changement de prendre soin plus de la personne en situation de handicap, de faire attention
Oui, mais c'est très bien qu'elle n'est pas capable. Nous, on s'est tout de suite dit, pourquoi elle ne serait pas capable? On ne sait pas. Elle ne l'a jamais montré, mais pourquoi elle ne serait pas? Donc, nous, on a plus été dans cette démarche de, tant qu'on n'est pas sûr, elle peut être capable. La preuve, c'est que maintenant, on a fait beaucoup de choses qu'elle ne faisait pas forcément avant. Alors, elle a grandi. Il y a eu des accompagnements aussi à l'extérieur. Mais je pense que la vie familiale, fratrie et avec les parents, la façon dont nous, on l'a mis en place et on l'a conçu, fait qu'elle a aussi grandi plus vite. Dans le sens où ça fait déjà quelques années que moi, 24 ans, je suis parti il y a 6 ans de chez mes parents. Et du coup, déjà il y a 6 ans, du coup, pendant la période lycée, on commençait avec mon frère à dire aux parents lâchez prise, laissez-la tranquille, elle fait. Si elle n'a pas envie, elle n'a pas envie. Si elle a envie, elle a envie. Mais laissez-la faire. Partez du principe que elle n'est pas handicapée. Partez du principe que c'est une jeune fille. Point. Voilà. Et certes, il y a des choses, on sait qu'elle ne saura pas faire. On sait qu'il y a des choses où il faudra l'accompagner. Mais il y a des choses, si elle a envie, elle l'a déjà montré, elle sait faire. Donc, toujours faire à la place d'eux, c'est enlever encore plus d'autonomie et d'indépendance que ce qui lui a déjà été retiré. Et donc, on avait plus cette place. Alors, on part direct du coup un peu sur la parentification. Plus cette place-là de dire, de leur enlever un petit peu ce regard du handicap et des capacités qu'elle a et de remettre le regard de c'est notre enfant, point. Comme ils ont pu faire avec nous. L'idée, ce n'était pas de prendre leur place, au contraire, chacun sa place et c'est très bien comme ça, mais c'est d'avoir notre place de grand frère et au final, comme on aurait fait avec si elle n'avait pas de handicap. Alors, je suis désolé, je suis moins carré que Clémence, mais je parle avec le cœur. Alors, des choses sur lesquelles j'avais pensé également. Alors, difficulté, alors question identitaire, difficulté de se sentir frère, du coup frère-sœur. C'est pas quelque chose du tout où on s'est posé des questions, où on a eu des difficultés. Pour voilà, les raisons que je viens d'évoquer, c'est que on a eu la chance d'avoir un entourage extrêmement bienveillant, que ce soit les amis proches ou moins proches, la famille, où on a toujours été considéré comme une fratrie et pas comme les frères et la petite sœur handicapée. Alors, nous, les premiers, on a voulu qu'il y ait ça. Et en même temps, c'est l'entourage qui faisait que, ah bah tiens, Jeanne, elle est là. Bah, si ça lui fait plaisir de venir, elle vient. Voilà, on a eu cette chance-là qui fait qu'on a toujours été une fratrie et pas frère, sœur. Adolescence et vie adulte. Alors du coup, pendant l'adolescence, alors forcément, moi début d'adolescence, enfin on va dire moi dans l'adolescence, jeune début d'adolescence. Bon, l'adolescence, on connaît tous un petit peu ce que c'est. On est un peu bête parfois. Donc forcément, classique, relation frère-sœur, relation frère-sœur. Je ne saurais pas quoi dire de plus, à part que forcément, moi, je tends vers la vie adulte. Elle grandit aussi. Peut-être une position de grand frère qui reste toujours protecteur et dans l'accompagnement, mais qui se rapproche plus vraiment de la vision d'adulte, donc qui se rapproche plus d'une vision presque de parents. En se détachant un petit peu du côté fratrie, en étant juste dans le côté frère-sœur, mais en étant plus dans l'accompagnement, qu'est-ce qui pourrait l'aider, comment moi je pourrais l'aider, voilà, vraiment plus dans cette partie accompagnement. Voilà, tout ça, ça s'est fait par feeling, par ressenti et pas par besoin des parents. Ça n'a jamais été quelque chose que nos parents nous ont demandé de faire, nous ont dit voilà, on aurait besoin de votre aide. C'est plus nous qui disions bah voilà, nous on peut le faire, on a envie de le faire, on est là pour vous aider.
ça nous fait plaisir, on passe du temps avec elles et en plus, ça vous aide. Donc, on était plus dans cette optique-là que dans une optique d'être à disposition de nos parents, on va dire. Du coup, comme je disais, mes 18 ans, je suis parti pour les études. Donc, j'ai fait des études et j'ai eu un diplôme d'ergothérapeute. Du coup, ça nous fait un lien avec le choix professionnel. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'ergothérapie, c'est faire en sorte qu'une personne en situation de handicap ou en perte d'autonomie puisse vivre en total ou avec maximum d'autonomie et d'indépendance dans la vie quotidienne. Donc, pour faire simple, on peut aider à l'aménagement des logements, à faire des médiations, à accompagner pour apprendre à manger, à être propre. On peut mettre en place du matériel médical. Donc, en fait, on est un petit peu le professionnel couteau suisse que vous allez pouvoir rencontrer sur certaines prises en charge ou que vos enfants peuvent rencontrer dans certains centres. Mais voilà, je pense que cette vocation, en tout cas cette envie de faire un métier dans l'accompagnement, dans le soin, dans le paramédical, c'est quelque chose que je ne pensais pas quand j'avais 10 ans. Hein. Je voulais faire pompier comme tout le monde. Mais c'est quelque chose qui s'est mis en place avec le relationnel que j'ai pu avoir avec ma sœur, avec cette position de grand frère aussi, d'accompagnateur, et à vouloir mettre des choses en place pour l'aider, forcément, ça a amené à ce genre de métier. Du coup, aujourd'hui, je suis toujours ergothérapeute dans un autre domaine, mais je pense que ce parcours de vie, en tout cas, a pu amener à une vie professionnelle dans un domaine qui touche à la santé et qui touche à la personne. Choix du conjoint, alors du coup je suis en couple depuis 4 ans. Une fille rencontrée pendant les études d'ergothérapie, donc ergothérapeute également. Donc l'accompagnement de la personne, donc on a un petit peu on va dire les mêmes valeurs, les mêmes envies, les mêmes attentes. Donc forcément la question d'avoir une personne en situation de handicap dans la fratrie, c'est quelque chose qu'on parle. À la fois parce que je suis à l'aise à en parler, que ça me fait du bien et ça me fait plaisir d'en parler, et que j'ai au contraire de la honte, je suis même fier d'avoir une petite sœur en situation de handicap. Et du coup, c'est forcément quelque chose qu'on va mettre en avant, ou en tout cas qu'on va commencer à parler et à expliquer, forcément pour avoir le ressenti de l'autre, l'acceptation, parce qu'il y a les questions à l'instant T, il y a les questions dans 40 ans, quand j'espère le plus tard possible, mais les parents ne seront plus là. Il y a toutes ces questions-là qui font qu'il y a eu forcément le passé, l'enfance, après ado, adulte. Et puis, il y aura, quand on sera beaucoup plus vieux et qu'il y aura besoin de s'occuper du frère ou de la sœur, qu'il faut commencer à penser. Alors, pas trop tôt, mais voilà, il y a des choses qu'il faut commencer à penser quand le frère ou la sœur est adulte. Il y a des démarches à faire, forcément. Et là, voilà, dans la question de la fratrie, la question ne se posait pas de savoir si oui ou non on aurait notre place dans l'accompagnement futur. La réponse était oui, forcément. Mais parce qu'on a eu cette relation fraternelle où il n'y a pas eu de dissociation dans la fratrie entre l'enfant en situation de handicap qui est trop couvé par les parents et nous vraiment détachés, où du coup on ne trouve plus notre place. On a toujours été pris voilà, tous les trois de la même façon. Et voilà. Comment se positionner vis-à-vis de la personne sans handicap, comment je pourrais rajouter certaines choses. Alors, après, c'est Clémence, vous avez des petites questions à me poser en plus pour me faire des relances. Où Elodie? Après, il y aura des questions, je pense, hein, qui vont arriver. Je ne sais pas si vous voulez rajouter des choses, Pierre, tout de suite, ou si on passe aux questions. Potentiellement, les questions, ça peut aider. Ok. C'était super, en tout cas. Merci beaucoup à vous deux et à Clémence et à Pierre, très complémentaires et très enrichissants. On a du coup une demi-heure pour prendre des questions, donc profitons-en. N'hésitez pas à couper vos micros, soit à lever la main dans le chat, soit on n'est pas très nombreux à les poser directement.
Si vous n'en avez pas, moi j'en ai, puisque je suis aussi maman d'une jeune fille en situation de handicap. Marcia, ma fille, a 10 ans, elle est porteuse du syndrome Angelman et il y a 2 petites sœurs derrière. Je vois qu'il y a Lara qui a une question après, mais j'étais la première, donc je vais commencer. J'ai une première question, j'ai une question pour Clémence. Je me demandais, vous avez bien fait la distinction entre la différence qu'il peut y avoir si les frères et les sœurs étaient benjamins ou cadets. En l'occurrence, quand c'est l'enfant aîné qui est en situation de handicap, comment est-ce qu'on aborde la question du handicap chez les cadets? Parce qu'ils s'en rendent compte, mais est-ce qu'il faut anticiper leurs questions ou est-ce qu'il faut les laisser venir? Est-ce qu'il faut vraiment prendre un moment pour l'expliquer? Voilà, c'est des questions que j'ai. Oui, alors moi je conseillerais, entre guillemets, un petit peu ce qu'on fait avec tous les enfants, c'est-à-dire qu'en fait, leur dire que vous êtes prête à en parler quand ils veulent. Voilà, moi je crois que c'est ça le message à faire passer aux enfants. Alors ça peut être un message très direct mais ça peut être aussi voilà, laisser traîner un ou deux livres dont ils pourraient se saisir. Ce serait voilà, c'est-à-dire et puis régulièrement tâter un peu le terrain, c'est-à-dire est-ce que ben voilà, redire si tu as envie, tu peux n'hésite pas, on peut t'expliquer, on peut te parler. Voilà, c'est plutôt, voilà, en effet, pas forcément anticiper les choses parce que l'enfant, s'il se sent libre en fait de pouvoir poser ses questions, il les posera. Et il les posera au moment où lui, il sera prêt à entendre les réponses et où il sera disposé aussi à s'intéresser à ça parce que bon, sa vie, elle est aussi tout autre. Enfin, je veux dire, il a plein d'occupations, plein de choses importantes dans sa vie. Et c'est vrai que ça, bah, nous, on ne se rend pas forcément compte hein, voilà, de où ils en sont, les enfants. Donc, c'est eux qui nous le disent en fait. Aussi bien en tant que parent qu'en tant que professionnel. Donc, je pense que voilà, c'est vraiment, je crois que ce qui est vraiment essentiel, c'est ça, c'est de leur dire, de leur rappeler régulièrement que vous êtes vraiment prêt à écouter toutes les questions qu'ils se posent et que voilà, vous êtes disposé, quoi. Voilà, je crois que ça, c'est vraiment important. Et puis, ne pas hésiter, voilà, que si vous voyez aussi des scènes, voilà, des fois on les voit, des scènes de bagarre entre les enfants, des scènes voilà, de partage. Parfois, on peut voir, moi je sais que dans des conférences, il y a pas mal ou dans la clinique d'ailleurs, dans des entretiens parents-enfants, des parents qui nous disaient, mais finalement, est-ce que j'interviens? Est-ce que je dois intervenir entre mes enfants quand ils se bagarrent? Qu'est-ce que je dois faire? Ou alors quand je vois que voilà, ma fille aînée voilà, ou cadette s'occupe de son frère et que j'ai l'impression que c'est pas son rôle, qu'est-ce que je fais? Bon, tout ça, ça peut être aussi dit aux enfants très simplement, hein, de dire voilà, dis donc là, je remarque que tu t'occupes de ton frère, mais tu sais, il peut peut-être se débrouiller tout seul, et puis nous, on est là pour ça. Voilà, je crois que c'est vraiment, c'est ça, porter attention, je crois, aux frères et sœurs, c'est vraiment et de se dire que, ben, comme disait un peu Pierre aussi, c'est-à-dire que c'est une fratrie particulière parce qu'il y a le handicap, mais c'est aussi une fratrie avec plusieurs enfants, et il va y avoir des conflits, il va y avoir des... Et au contraire, si les enfants pensent que les parents sont capables de supporter le fait qu'il y ait des conflits, même avec l'enfant en situation de handicap, ça lui rend grand service, en vrai. C'est-à-dire que là, moi, ce que j'ai beaucoup retenu, du coup, j'associe avec ce que disait Pierre, c'est-à-dire que on sent que dans votre fratrie, Pierre, il y a vraiment une idée de groupe, moi je trouve, et de groupe d'enfants. Et puis, ben oui, il y en a un qui a en effet un handicap, donc ça va changer des choses. On ne va pas faire comme si il se passait rien, mais en même temps, voilà, vous vous êtes même pas posé la question de savoir, voilà, ces questions-là de se sentir frère et sœur, c'était une évidence. Hein, elle faisait partie du groupe fratrie. Et je crois que c'est ça que les parents peuvent soutenir, c'est-à-dire l'idée que voilà, c'est pas l'inclure à tout prix parce qu'il est différent, donc il faut encore plus s'occuper de lui, etc. C'est juste, voilà, c'est d'abord un enfant, c'est votre frère, c'est votre sœur, et donc ben, les interactions, elles vont se dérouler sur toutes les modalités des relations fraternelles habituelles aussi. Hein. Alors, ça va être coloré un peu par le handicap, mais il ne faut pas que ça prenne toute la place non plus, quoi. Merci. Lara, je te laisse la parole.
Merci. Je voulais aussi remercier déjà Clémence pour son exposé et puis Pierre de nous faire vraiment ce grand cadeau d'être présent ce soir parmi nous parce que je me permets de te tutoyer parce que tu as l'âge de mes enfants. Donc voilà. Et donc, de nous donner un éclairage qui est très précieux et qu'on entend peu, parce qu'en général, c'est nous, les parents, qui parlons pour vous aussi, hein, les frères et sœurs. Donc là, tu es là parmi nous et ça nous fait du bien. Alors, oui, je ne sais pas si c'est une question ou si c'est une réflexion. Voilà, toi, Pierre, tu as choisi effectivement de faire disons, de choisir ton domaine professionnel dans un métier qui est autour de, voilà, comme tu disais, de l'aide à la personne, etc. Eh bien, donc, mon fils, alors, j'ai deux garçons, donc Alex qui est l'aîné et puis son petit frère, il est grand, il a 19 ans, le petit frère, et Alex a 22 ans, donc ils ont 2 ans et demi de différence. Et donc, Daniel a choisi, par contre, de vivre une expérience professionnelle qui est complètement à l'opposé, qui n'a rien à voir avec le handicap. Donc, bah, voilà, hein, c'est son choix et c'est sa manière aussi d'exprimer certaines choses. Mais ce que je voulais dire, c'est en fait que euh, loin, je veux dire, sans être, Daniel n'a pas été un enfant thérapeutique pour nous, c'est-à-dire l'enfant qui enfin va bien par rapport à l'autre, son frère aîné qui ne va pas bien, donc ça c'est clair. Mais sa présence et son évolution standard, entre guillemets, nous a permis de relativiser certaines choses vis-à-vis de son frère aîné et de nous permettre de voir que son frère aîné aussi grandissait et de nous faire prendre conscience en fait que ce grand frère qui avait et qui a énormément de difficultés, eh bien, lui aussi fait son chemin et qu'il ne faut pas, absolument pas l'infantiliser ou le réduire dans une boîte, entre guillemets, la boîte de l'enfant handicapé qui donc doit lire ou écouter les comptines à 22 ans, d'écouter les comptines de quand il avait 5, quoi. Donc, Daniel a été là pour aussi nous titiller un peu et aussi nous dire parfois, non mais il faut changer de livre là, hein, c'est plus possible. Ou bien, mais non, il faut changer de musique. Voilà, écoute Alex, je te fais écouter le rap ou des choses comme ça. Voilà. Donc, c'était aussi une manière de franchir certaines étapes grâce au petit frère qui maintenant est jeune adulte et qui, je me suis retrouvée un peu sans monopoliser la parole, dans ce que tu disais, Pierre, il commence un peu à devenir un peu plus protecteur vers son grand frère de quand il était adolescent, par exemple. Merci beaucoup, je me tais. Merci. C'est vrai que je pense que les parents ont cette vision de il ou elle est différent, donc il faut que je fasse encore plus attention. On va dire, c'est normal, parce que c'est nouveau, on ne connaît pas, et à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau qu'on rencontre, on fait attention. Je pense que quand on est frères et sœurs, on a un lien qui est différent. En plus, en général, on est assez jeune, donc on est un peu plus fou et on se dit, mais faut tenter, on essaye et voilà. Nous, dans les petits moments que les parents ne vont pas voir, eh ben, on voit des choses, on perçoit des choses. Je pense que les parents ne savent pas, ne se rendent pas compte, parce que même s'il y a handicap, il y a sûrement toujours cette relation de l'enfant envers son parent, où on montre pas tout et on dit pas tout. Moi, la chose qui me parle tout le temps, c'est un soir à table où les parents voilà, mettent la serviette à Jeanne, mettent le set de table, lui donnent ses couverts, commencent à prendre ses mains pour lui donner à manger. Et je leur dis, mais arrêtez tout ça. Vous enlevez sa serviette, vous la mettez là, vous enlevez le set de table, vous lui mettez ses couverts et vous lui dites, mange. Parce qu'elle le faisait, on savait très bien qu'elle le faisait, tant bien que mal, mais elle commençait à le faire à l'IME. Pourquoi à l'IME, elle pourrait le faire et pourquoi à la maison, elle pourrait le faire.
Et ben, depuis ce jour-là, et ben, à chaque fois, je dis, laissez-la faire. Dès qu'elle a besoin d'aide, elle demande et on l'aide. Mais c'est elle qui prend ses décisions. Et du coup, depuis ce jour-là, et ben, on a vu une progression où, de toute façon, j'ai bien compris qu'on n'allait pas toujours m'aider. Donc, il faut que je fasse et il faut que j'apprenne. Et si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, je sais que je peux demander de l'aide et on vient, on m'accompagne. On fait pas à ma place, sauf si vraiment je ne suis pas en capacité de le faire. Mais on m'accompagne, on m'apprend, on me donne des solutions. Comme n'importe quel enfant a besoin d'un accompagnement pour apprendre des choses. Voilà un petit peu la place qu'on a pu avoir pour, alors c'est bizarre, mais pour accompagner nos parents à oser les choses. Si je peux me permettre aussi, je crois que c'est non seulement accompagner vos parents, mais c'est aussi grandement aider, je pense, votre sœur. C'est-à-dire que, quand je disais, j'ai terminé un peu vite sur les ressources, un peu que pouvaient représenter les frères et sœurs aussi pour la personne handicapée, mais moi, je crois vraiment que c'est vraiment une fonction qui est très importante, en fait. C'est-à-dire que les frères et sœurs, en effet, ils vont évidemment avoir un regard très différent de celui des parents et pouvoir justement valoriser, en tout cas, considérer leur frère ou leur sœur avant tout comme un des leurs, comme un égal. Et justement, on parlait de cette question d'égalité qui était différente, mais plus il y a cette représentation-là, et plus je crois que c'est très aidant aussi pour les personnes handicapées elles-mêmes, en fait, qui en effet vont se sentir reconnues pour ce qu'elles sont et pas pour ce qu'elles ont. Et ça, c'est une distinction qui est importante parce que voilà, dans la société, etc., le handicap prend toute la place, quoi. On ne voit que le handicap, ce sont avant tout des personnes qui ont des personnalités, des compétences, des limitations aussi, mais voilà. Et je crois que les frères et sœurs peuvent les aider à reconnaître ce qu'elles sont aussi, quoi, leur subjectivité, leur personnalité et leurs compétences aussi. Merci. On a une autre question. Dorothée et Elisabeth après. On t'entend pas, Dorothée, il y a le micro qui est coupé. Ouais, c'est mieux quand on ouvre le micro. Merci beaucoup Clémence et merci beaucoup Pierre. Donc, moi, je suis la maman d'un jeune homme de bientôt 25 ans qui est le 5e de la fratrie, le 5e et dernier. Et en fait, on est confronté à et en fait, il y a des choses pas très simples qui se jouent entre son frère et lui, qu'on interprète, nous, comme de la jalousie et qui sont difficiles à détricoter et à comment dirais-je, c'est plaisant ni pour Rémi ni pour son frère. Donc, Rémi a 25 ans et Paul en a 29. Et en fait, c'est des choses qui sont apparues quand Paul et Rémi sont devenus adultes. Et c'est des choses que je trouve ne sont pas simples pour Paul. On voit bien que ça l'affecte particulièrement. Voilà, donc c'est juste un témoignage comme ça pour dire que voilà, des choses qui ont pu sembler assez simples finalement dans l'enfance peuvent parfois un petit peu se compliquer, d'autant que voilà, on a évidemment du mal à comprendre ce que Rémi ressent. Et du coup, pour Paul, c'est difficile aussi de s'adapter. Et je sens bien qu'il oscille entre de temps en temps, voilà, lui dire, écoute, ça va bien, quoi, parce que cette jalousie, enfin, qu'on interprète comme ça, en tout cas, c'est si, je ne sais pas, un truc tout bête, Rémi demande de l'eau à table et que son frère le sert, eh ben, il va avoir droit à un comme ça, genre, ça ne me plaît pas que ce soit toi. Voilà, et donc ça peut être compliqué au quotidien et je pense qu'il va nous falloir du temps pour arriver à comprendre bien ce que Rémi veut nous dire et que l'un et l'autre puissent s'accorder en fait. Voilà, c'est un accordage qui n'est pas simple, je trouve.
Ouais, moi, ça me fait penser vraiment. Alors, déjà, je pense que ça souligne bien le côté très, très évolutif, en fait, du lien fraternel. C'est-à-dire que, alors, bien sûr, tous les liens évoluent, c'est évident, mais quand même, le lien fraternel, il évolue beaucoup à l'âge adulte parce qu'on passe d'un moment où on vivait ensemble en tant que frères et sœurs et on n'avait pas le choix, à des moments où on ne vit plus ensemble, où chacun construit sa vie et où on va du coup, où il va appartenir aux frères et sœurs de se positionner finalement les uns par rapport aux autres, et donc de choisir, pas entièrement, mais en grande partie, les liens qu'ils veulent conserver, etc. Donc, c'est en ce sens-là que c'est un lien assez évolutif et particulièrement créatif aussi, parce que du coup, bon, il y a beaucoup de changements de fait qui peuvent se produire dans cette relation-là. Alors, moi, ça me fait penser, je ne sais pas du tout si c'est le cas, mais c'est vrai que c'est des choses qu'on observe quand même par expérience dans pas mal de fratries, ces moments-là. C'est-à-dire que c'est peut-être aussi un moment où parfois, justement, cette problématique de finalement le frère ou la sœur, bien sûr, qui peut beaucoup soutenir la personne handicapée, mais il peut aussi, malgré lui, renvoyer à la personne handicapée ce qu'il ne peut pas faire. Une autonomie qu'il ne peut pas avoir, en tout cas pas comme elle est possible chez les frères et sœurs. Et si à certains, voilà, ça peut être un moment passé un petit peu sous silence, parfois ça peut en effet réémerger à certains moments un peu clés. Et c'est vrai que là, à 25 ans, on est dans l'âge du jeune adulte où on a voilà, certainement un désir aussi d'autonomie, alors relative par rapport à ce qui est possible, mais il y a quand même cette forme de peut-être aussi de compréhension que finalement, il pourra pas faire comme Paul exactement, il pourra pas avoir la même vie que Paul et que ça, c'est dur. Alors, je pense que c'est aussi un signe de maturation en fait chez Rémi sans doute. Enfin, c'est vraiment, voilà, je me permets pas d'interpréter, c'est vraiment comme ça que je l'entends par rapport à ce que je connais, voilà, de cette expérience fraternelle où en fait on se rend compte aussi qu'à certains moments, voilà, ce que peuvent vivre les frères et sœurs, ça peut être un peu douloureux pour les personnes handicapées qui réalisent comme ça qu'elles ne pourront pas voilà, faire exactement comme les autres. Et c'est intéressant aussi, c'est-à-dire que encore une fois, c'est le signe d'une certaine maturation. Et puis, de toute façon, de passer par des moments où il faut que la personne handicapée se confronte à ces limites-là. Et c'est comme ça qu'elle va aussi passer des étapes pour accepter petit à petit son handicap et ses limites à elle-même, quoi. Il y a un témoignage qui est assez intéressant dans ce sens-là, qui est celui de, je ne sais pas si vous connaissez, de Lalou, Éléonore Lalou, je crois. Je ne suis pas sûre du prénom. Une jeune femme avec trisomie, c'est ça? Oui, c'est ça. Et qui raconte, alors il y a des moments où elle idéalise beaucoup son frère, etc. Mais il y a des moments où elle dit ouais, en fait, c'était dur de pas pouvoir faire comme mon frère, comme ma sœur. C'était quand même hyper compliqué de les voir, je sais pas, sortir le soir, de les voir avoir des petits copains, des petites copines, et puis moi, rien du tout. Voilà, des choses comme ça. Et c'est vrai que ça, bon, c'est en même temps des moments alors, qui sont difficiles, mais qui sont nécessaires parce que c'est aussi apprendre à prendre en compte ce handicap et faire avec, en fait. Mais bon, forcément, c'est pas simple. Je pensais aussi au témoignage très intéressant de Jean-Marc Bardot, qui est qui est en fait une personne handicapée lui-même et qui raconte très très bien dans un récit, un témoignage, justement toute la complexité du rapport avec sa sœur dont il dit qu'il l'a énormément aidée, soutenue, et en même temps il y avait des fois où il avait juste envie de l'envoyer bouler parce que c'était insupportable, tout ce qu'elle pouvait faire et pas lui, et que c'était profondément injuste, quoi. Et je trouve que ça éclaire quand même bien, en tout cas, moi, ça me fait vraiment penser à ça, ce que tu décris, Dorothée. Merci beaucoup. Merci. Elisabeth, vous avez une question? Voilà, je suis avec Jeanne. Donc,
Merci déjà Clémence pour ce que vous avez pu dire, voilà, expliquer, et puis Pierre également. Donc c'est vrai que pour répondre un peu, ou rebondir un peu à ce que disait Pierre, dans le fait de ne pas se souvenir en fait des questions qu'il pouvait poser quand il était jeune, ça veut dire peut-être qu'au fond, ils arrivent à faire abstraction ou oublier les moments qui ont pu être peut-être difficiles pour eux, pour que finalement, aujourd'hui adulte, il ne se souvient pas des questions qui étaient très pertinentes, hein, qu'il avait déjà à 7 ans et qu'a donné l'IRM, des questions qu'on ne pouvait même pas s'imaginer qui lui trottaient dans la tête. Et une fois que la réponse était donnée, il passait, il pouvait aller jouer à autre chose. C'est bon, il avait la réponse. Et c'est vrai que dans le fait que vous nous dites que finalement, l'important, c'est de parler et de tout dire, quoi, finalement, je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être ça qui a construit. Et c'est un côté un peu rassurant pour nous, parents, dans le sens où, quand nos enfants sont jeunes, on a cette inquiétude de demain, quand ils partiront, on espère qu'ils n'auront pas souffert de cette enfance-là avec un frère ou une sœur différente. Et même s'il y a des choses qui ressortent, au fond, aujourd'hui, on se dit, bon, c'est une fratrie. Alors, Pierre, comme tu le dis, on était 3 frères et sœurs, et Jeanne, elle devait faire comme nous, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire, on a eu la chance de vous avoir, toi et François, avec Jeanne, oui, avec toi aussi, mais aussi pour nous porter dans un monde ordinaire. Et dans le monde voilà. Et je pense qu'on aurait eu que Jeanne, on aurait pu aussi s'enfermer dans le monde du handicap. Et quelque part, Pierre et François nous ont boostés à aller bien ou à aller quand même. Et alors, c'est sûr, comme tu dis, Pierre, les terrains de foot, ça, Jeanne, elle en a fait des tours autour des terrains, mais quelque part, ça l'a aussi porté en avant. Et nous, ça nous a aussi apaisé peut-être par rapport aux années qu'on a passées. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Clémence, mais et je pense que Pierre, comme tu l'exprimes, c'est vrai que c'est ce que vous avez vécu finalement. Donc, bon. Et puis après, ce que disait Lara tout à l'heure aussi, dans le sens où les musiques, peut-être qu'on aurait mis que des comptines, on parlait un peu de bébé à Jeanne. Alors Pierre, tu dis, vous nous repreniez. Mais tu as vu comment tu lui parles, tu parles comme un bébé. Ça, c'est vrai, combien de fois vous nous avez repris, ça nous corrigeait, on le prenait bien, parce que finalement, vous nous avez aidés aussi à booster Jeanne. Et quand Jeanne était pénible avec vous, parce qu'elle l'a été aussi, et tu es d'accord, tu enquiquinais aussi tes frères, eh bien, on pouvait aussi dire, non, Jeanne, là, tu es pénible, et les gars ont raison de se plaindre. Donc, c'est vrai que bon, c'est aidant d'avoir aussi des frères et sœurs dans un accompagnement du handicap. Voilà, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, Clémence, de ça. Oui, absolument. Moi, je pense que là, en plus, enfin, voilà, votre situation familiale, elle illustre justement très bien comment les frères et sœurs peuvent justement être aidants. Alors, c'est pas, voilà, dans mon expérience, c'est pas toujours le cas, hein, parce que parfois, c'est compliqué de faire une place, justement, de ne pas donner trop de place à l'enfant handicapé, de trouver l'équilibre. C'est pas évident. Et puis, je crois, enfin, dans ce que j'entends du témoignage de Pierre et puis de votre témoignage aussi, c'est que il y a une grande liberté d'échange en fait et de parole autour du handicap. Ça, c'est un peu le début de tout. C'est-à-dire que c'est, voilà, hein, je le redis, mais c'est vrai que de pouvoir parler en famille du handicap, que ce soit quelque chose qui soit vraiment un sujet abordable et par les enfants et par les parents et dans tous ces aspects, c'est-à-dire pas seulement dans enfin, voilà, aussi dans ces aspects pénibles, d'inquiétude, de complications que ça génère quand même au quotidien, en fait, mais en tout cas que la parole soit libre. Ça, je crois que c'est vraiment le début et de tout parce que ça va permettre aux enfants de se sentir libres, de vous dire par exemple, non, fais pas comme ça, quand même, elle est capable de faire autrement, ou de dire, là, j'en ai marre de mon frère ou de ma sœur, vraiment, j'en peux plus. Voilà. Dans les familles où la parole est très peu possible, circule peu en fait autour du handicap parce que c'est difficile, c'est douloureux et que, voilà, que les parents n'arrivent pas
pas eux-mêmes finalement en parler, on voit bien que les frères et sœurs sont très coincés en fait, hein, et c'est dans ces familles-là que c'est compliqué et qu'on a du mal finalement à faire que les frères et sœurs soient une ressource pour l'enfant handicapé et réciproquement. Oui, oui. Et ce que vous disiez tout à l'heure, quand Dorothée parlait aussi de l'âge adulte en fait, des enfants et puis que les choses peuvent parfois évoluer. Alors Pierre, c'est pareil, tu te souviens quand tu es revenu pendant le confinement, Jeanne, elle a mis du temps à accepter que Pierre soit revenu à la maison parce qu'il y avait, tu peux peut-être en parler, hein, Pierre, mais elle était dure avec lui. Donc, tu es parti pour tes études il y a 6 ans. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu es moins à la maison. Et là, maintenant, tu es parti complètement. Mais pour Jeanne, c'est je retrouve papa, maman. Alors, il y avait encore François. Mais voilà, le cercle de familial. Pierre est parti. Et là, il revient pendant le confinement. Ça a été compliqué. Et elle a été dure avec lui. Donc, voilà, on pourrait penser, ben voilà, le cercle de famille, elle l'a enregistré. Non, c'était dur. Ouais, c'était dur. Et voilà, je pense que du coup, ce que disait Dorothée, oui, on l'a vécu aussi pendant le confinement. Et moi, j'ai une question pour Pierre. Oui. Pardon, je veux pas couper la parole, Elisabeth. Oui, c'est bon. Est-ce que le fait d'être 2 aînés, est-ce que ça a participé quand même à forcément à se sentir un groupe, hein, comme disait Clémence, mais aussi à pas être seule. Enfin, mes filles, j'aime pas fratrie parce que c'est 3 filles, il n'y a pas de terme pour une fratrie de sœurs. C'est pas... Voilà. Mais mes 3 filles, bon, c'est une fratrie, c'est la même, alors c'est pas la même configuration au niveau de l'âge, mais j'ai une enfant en situation de handicap et puis 2 enfants, voilà. Et je sens que ça peut créer une dissymétrie aussi, c'est-à-dire il y en a 2, voilà, et une de l'autre côté. Vous voyez, et en même temps, j'ai l'impression plus qu'en t'entendant, ça a été plus un support d'avoir un frère à côté et Jeanne. Je sais pas. Ça, j'aimerais bien si tu peux nous parler de ça. Je ne saurais pas trop comment le dire, mais on va dire que Jeanne, ça a peut-être été un lien entre nous deux. Même si on est tous les deux fans de foot, on aime sortir, on aime les mêmes choses. Il y a forcément des choses qui font qu'on s'éloigne, des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, des fonctionnements qu'on ne fait pas pareil, où on aurait pu peut-être vite s'éloigner s'il n'y avait pas eu déjà rien que le foot au milieu. Mais Jeanne, c'est vraiment, on va dire, le lien qui nous rejoint tous les deux. Dans le sens où on a toujours cette préoccupation de qu'est-ce qui est fait, on va dire est-ce qu'elle va bien, est-ce qu'elle n'est pas en train d'embêter les parents, est-ce qu'elle n'est pas en train d'embêter l'autre frère, donc à la fois dans le positif et dans le moins positif, mais on n'a jamais eu ce côté 2-1. On va dire qu'on avait du lien tous les deux ensemble en direct, et on avait ce lien commun en plus qui est Jeanne. Lui, il va vivre des choses avec elle maintenant. Donc lui est toujours chez les parents, même si depuis pas longtemps, il part à la semaine. Mais voilà, moi, je suis parti depuis 6 ans. Donc, je reviens de temps en temps le week-end et je revenais pour les vacances pendant les études. Que lui, du coup, a vécu 4 ans de plus avec elle au quotidien à la maison. Bon, lui, pareil, jeune adulte, forcément, un peu moins à la maison. Mais non, on n'a jamais eu cette relation de soit les 2 frères d'un côté et Jeanne de l'autre. Je pense que ça aurait peut-être pu se produire si on avait... Alors, pas trop comment expliquer. On n'a pas forcément le même caractère, mais on a certaines façons de faire qui sont les mêmes, ce qui fait qu'on est assez proches, tout en étant éloignés. Mais si on avait vraiment 2 personnalités totalement différentes, je pense qu'il y aurait plus eu ce côté un frère avec la sœur et l'autre frère de l'autre côté. Que là, vraiment, on a toujours passé des moments ensemble parce qu'on vit de plus ou moins de la même façon. Et que vraiment, on va dire que Jeanne, c'était le cœur.
sans parler vraiment de liant, dans le sens où sinon on était complètement à l'opposé et c'est le seul truc qui nous rapproche. C'est vraiment voilà, c'est un intérêt commun qu'on a, qu'est notre sœur, et qui fait qu'on n'a jamais été être éparpillés dans cette relation fraternelle. Merci. On aura peu de temps, mais Clémence, je ne sais pas si vous voulez rebondir sur cette histoire de configuration et Ouais. Oui, absolument ce que je voulais dire. Alors, c'est vachement intéressant hein, ce que dit Pierre. Je trouve que là aussi, en effet, c'est assez génial quand ça se passe comme ça. C'est-à-dire que chacun, finalement, trouve un bon équilibre autour de la personne handicapée, mais pas non plus, encore une fois, sans que ça prenne non plus toute la place et qu'il y ait quand même des relations possibles. Bon, alors, ce qui est sûr, c'est que de toute façon, je crois qu'il faut se dire aussi que de toute manière, dans toute fratrie, il y a des affinités entre les enfants. Et ça, c'est quelque chose qu'on perd un peu de vue, là aussi, quand le handicap entre un peu en jeu, parce qu'on se dit c'est à cause du handicap, c'est à cause... Pas forcément. Hein, on voit bien que dans des fratries un peu nombreuses, il y a des affinités entre certains enfants, d'autres qui seront un peu moins proches, puis tout ça peut d'ailleurs beaucoup se transformer au cours de la vie. Alors, moi, ce que je voulais dire par rapport à cette configuration, c'est le fait que, quand même, ce qu'on a repéré dans les travaux, dans les écrits, puis voilà, dans les témoignages et tout ça, c'est que souvent, quand les enfants ne sont que deux, hein, quand il y a un enfant handicapé et puis un enfant qui ne l'est pas, c'est souvent une situation qui est un peu plus compliquée, quand même, pour la fratrie, parce que c'est une façon d'être un peu seul face au handicap, de se sentir un peu seul. Donc, c'est notamment beaucoup ceux-là qui sont très, très soulagés quand ils se rendent compte qu'en fait, ils ne sont pas tout seuls et qu'il y a d'autres gens, d'autres frères et sœurs, d'autres enfants qui vivent la même situation qu'eux. Mais c'est vrai que certains enfants peuvent se sentir un peu... un peu à part hein, et vivre une expérience qui est quand même un peu exceptionnelle, un peu bizarre, un peu étrange. Et bon, ça, Et puis, c'est aussi, les enfants pensent quand même assez tôt à l'avenir. Hein, c'est-à-dire que c'est quelque chose dont on s'est étonné hein, souvent dans les témoignages, dans la clinique, etc. C'est qu'en fait, assez tôt, finalement, dans leur vie, les enfants pensent à comment ce sera quand on sera grand et comment on fera avec ma sœur ou mon frère. Il se raconte pas mal d'histoires là-dessus et c'est vrai que quand l'enfant est tout seul avec son frère ou sa sœur handicapée, il se sent en fait assez vite en charge. Il y a quelque chose un peu comme ça en fait qui est en tout cas moi j'ai observé qui est plus présent que chez des enfants qui ont d'autres frères et sœurs où il y a quand même l'idée que peut-être on va pouvoir un peu se passer la main ou réfléchir ensemble à comment on va faire. Il y a cette notion de groupe hein, qui est quand même souvent plus soutenante. Après, on observe quand même dans les fratries nombreuses que souvent, un ou l'autre frère, l'un de la fratrie, l'un des enfants va finalement être plus lié, se sentir plus concerné que les autres. Ça, c'est vraiment quelque chose souvent qu'on observe dans les fratries un peu plus nombreuses, c'est que malgré le fait que on est ensemble et que du coup on fait un peu groupe, il y en a quand même un qui se sent plus je sais pas comment dire, plus concerné, je crois que c'est ça le mot, parce que il y a quelque chose où il en fait en tout cas quelque chose un peu de particulier dans sa vie, alors que ce soit dans le choix d'une profession ou ailleurs. Hein, c'est souvent ce qu'on constate. Je ne sais plus ce que je voulais dire, j'avais quelque chose à dire tout à l'heure aussi pour rebondir et je ne sais plus. Oui, je voulais juste rappeler une chose que Régine Selle disait beaucoup et que j'entends beaucoup dans le témoignage de Pierre et qui me semble importante, c'est que je crois que
c'est pas simple, évidemment, jamais de trouver sa place en tant que parent par rapport à ses enfants et par rapport à une fratrie. Bon, ça, c'est assez ordinaire. Quand il y a le handicap, c'est encore plus compliqué parce qu'on se dit, bon, est-ce qu'il faut que je sois plus présent, moins présent, que je l'ai. Et souvent, la tendance des parents, c'est d'être particulièrement attentif, du coup, de faire particulièrement attention aux relations entre leurs enfants, de protéger les uns comme les autres, aussi des effets que peut avoir le handicap dans la famille, etc. Et donc, finalement, parfois d'un peu trop intervenir. Et je dirais que ce qu'on entend bien là dans le témoignage de Pierre, l'importance finalement de laisser aussi les enfants créer leurs liens entre enfants. Ça, c'est hyper important, c'est-à-dire de les laisser aussi un peu expérimenter, faire, voilà, se confronter les uns aux autres, créer de la complicité. Là, on a entendu aussi dans le témoignage de Pierre le fait d'être un peu complice vis-à-vis des parents. Enfin, je crois que c'est ça qui peut favoriser aussi finalement toute la richesse du lien fraternel et tout son aspect de ressources, quoi. Et ça, c'est vrai que voilà, je parlais de Régine Selle parce qu'elle a énormément insisté là-dessus dans ses travaux. Je crois que c'est important. Et puis une dernière chose aussi que je voulais dire pour rebondir, c'est que moi, je trouve quand même que depuis, j'ai eu une pratique ça fait plusieurs années que j'ai travaillé en CAMS et j'ai trouvé qu'en fait, en 10-12 ans de pratique, il y avait une vraie différence entre le début et la fin. C'est-à-dire que j'ai trouvé que les parents qui arrivaient au CAMS, donc c'est des jeunes enfants, ils sont tout petits, on est autour de l'annonce du handicap, etc., en fait, amenaient beaucoup plus spontanément la question des frères et sœurs, de comment parler aux frères et sœurs, de comment en tenir compte, de comment gérer le rapport entre leurs enfants, etc., qu'au début quand j'exerçais. Donc je pense que c'est une question aussi qui est beaucoup plus présente dans la tête des parents et c'est une préoccupation qui est vraiment plus importante aujourd'hui, je crois. Et on a toutes les chances de penser que avec cette sensibilité-là, les expériences douloureuses seront de moins en moins nombreuses, quoi. Je crois que c'est une évolution vraiment importante, je trouve. Merci pour ces mots porteurs d'espoir, hyper positifs. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là vu l'heure. Je vais en profiter avant pour vous donner quelques petites informations. Déjà, la première, c'est que ce webinaire a été enregistré. Il sera mis en ligne sur la chaîne YouTube de l'AFSA, donc n'hésitez pas à le conseiller, à l'envoyer pour qu'il soit visionné, parce qu'on était peu de participants, mais c'était très riche. Il mérite d'être visionné, je pense, par des parents et par des frères et sœurs. Et puis, je vais annoncer quelques événements qui ont lieu prochainement, qui sont organisés par l'AFSA. Donc, il y a un webinaire grand public sur le projet, sur Synapse, qui aura lieu le 20 octobre à 18h. Un webinaire médical sur la communication et les troubles de l'intégration sensorielle dans le syndrome d'Angelman, qui aura lieu le 13 décembre. Une formation à destination des parents qui concerne l'inclusion des enfants, la scolarisation des enfants porteurs du syndrome d'Angelman en milieu ordinaire. Donc, cette formation, elle se tient le dimanche 13 novembre à Paris. Il reste de la place, c'est dans peu de temps. N'hésitez pas à aller regarder sur le site de l'AFSA, il y a toutes les informations et à vous inscrire ou à la partager. Et puis, les inscriptions sont fermées, mais je le dis quand même, il y a beaucoup de rencontres régionales là, qui se tiennent les week-ends du 8-9 octobre, notamment celle d'Île-de-France et celle du nord-est de la France. Pareil, les informations sont sur le site. Et puis surtout, je n'arrêterai pas ce webinaire sans vraiment renouveler nos merci chaleureux et sincères à Clémence et à Pierre. C'était très intéressant, très enrichissant. Voilà, merci beaucoup pour vos témoignages, votre sincérité et votre disponibilité. Merci beaucoup pour votre accueil et votre écoute, vos questions, vos témoignages, comme je l'ai mis dans la discussion. C'est vraiment très, très intéressant aussi pour moi de participer à ces échanges. Pierre, le mot de la fin? Le mot de la fin, ça serait de rappeler que, alors moi, en tant que frère, ce que j'ai pu dire, c'est ma vérité et ce n'est pas la vérité.
On va s'arrêter là. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est presque Merci de à la vous. philosophie, ça. Merci beaucoup. Bonne soirée. Très bonne soirée. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir Clémence, au revoir Pierre. Au revoir. Au revoir.